Les mécanismes psychopathologiques selon le modèle systémique. Dans ce paragraphe, nous parlerons indifféremment de thérapie familiale ou de thérapie systémique, comme si ces deux termes étaient synonymes. Donc thérapie familiale égale thérapie systémique. Cependant, il est intéressant de savoir qu'en fait, les thérapies familiales sont construites sur la base du modèle systémique de compréhension du fonctionnement humain. Donc cependant, il est intéressant de savoir qu'en fait, les thérapies familiales sont construites sur la base du modèle systémique de compréhension du fonctionnement humain. Elles sont donc dérivées de ce modèle. L'individu normal. Pour les tenants du modèle systémique, l'être humain ne peut pas être considéré en dehors des systèmes dans lesquels il évolue. Il est un élément de ces systèmes et n'existe que par eux. Le plus important de ces systèmes est naturellement sa famille. Le système. Définition, propriétés et principes fondamentaux. Définition. Le mot système dérive du grec systéma, qui signifie ensemble organisé. Pour Joël de Ronet, un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Donc un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Un système est donc un ensemble d'éléments interdépendants, c'est-à-dire liés entre eux par des relations telles que, si l'un est modifié, les autres le sont aussi, et par conséquent, tout l'ensemble est transformé. Les propriétés du système. La finalité. Tous les systèmes ont une finalité. Il existe de nombreuses variétés de systèmes humains, famille, équipe professionnelle, équipe sportive, groupe de vacances, etc. Chacun de ces systèmes existe et fonctionne pour atteindre un but particulier, ce dernier influençant fortement la nature des interrelations existant en son sein sous la forme de consensus, de compromis, de divergence ou d'opposition. En effet, les consensus, les compromis, les divergences et les oppositions ne seront pas les mêmes selon qu'on appartienne à la famille, à une équipe professionnelle, à une équipe sportive ou à un groupe de vacances, etc. Donc les membres d'un système perdent cependant souvent de vue la finalité de ce même système. Donc après la finalité, la complexité. Un système constitue un tout cohérent qui est plus que la somme de ses éléments. Cela signifie qu'un système permet l'émergence de qualités qui ne sont pas contenues dans les éléments qui le constituent et qui sont le fruit de la mise en relation des différents éléments du système. La communication. Un système n'est pas un tout inerte, mais c'est au contraire un ensemble dynamique dont les éléments sont en interaction régulière. Les relations entre les différents éléments d'un système réagissent à des lois de la théorie de la communication dont les principes majeurs ont été posés par l'école de Palo Alto, en Californie. Donc parenthèse, l'école de Palo Alto est un courant de pensée et de recherche qui a pris le nom de la ville de Palo Alto en Californie en lien avec l'université de cette même ville. Les deux principes fondamentaux. La théorie systémique repose sur deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est qu'il est impossible de ne pas communiquer. Et le deuxième principe, c'est qu'il existe en permanence deux niveaux de communication. Donc il est impossible de ne pas communiquer, le refus de communiquer étant un élément de communication significatif en soi. Ensuite, il existe en permanence deux niveaux de communication, le premier niveau étant explicite, concernant ce qui est signifié volontairement ou de manière claire, le second niveau étant implicite et renvoyant à tout ce qui est signifié involontairement ou de manière détournée.
Les attitudes corporelles, les mimiques, le ton de la voix, les hésitations participent de ce second niveau de communication. Exemple. Lors du premier entretien avec une famille composée du père, de la mère et des 2 enfants, un fils de 22 ans hospitalisé pour schizophrénie et une fille de 31 ans, le père ne dit rien, mais intervient corporellement, à chaque prise de parole de l'un des membres de la famille, en haussant les épaules, en levant les yeux au ciel ou encore en hochant la tête. Pourtant, chaque fois qu'il est sollicité, il dit ne pas avoir d'avis, affirme que chacun peut faire comme il veut ou encore qu'il a d'autres chats à fouetter. Ces messages corporels ne sont certainement pas volontaires, mais ils viennent infirmer la volonté exprimée du père de ne pas prendre parti. Il donne ainsi son avis implicitement, sans prononcer de parole. Du normal au pathologique, donc du normal au pathologique. L'approche systémique propose une compréhension du phénomène pathologique en le situant à l'intérieur d'un système et donc d'un ensemble de communication. Dans ce cadre, les symptômes psychiatriques sont compris comme des réponses à une structuration particulière des interactions au sein d'un système, en général familial. Pour comprendre la souffrance d'un individu, il importe donc de considérer la dynamique des interactions au sein du système dans lequel l'individu évolue. Le systémicien considère que ce n'est pas le porteur du symptôme qui est malade, mais l'ensemble du système. Le symptôme n'est alors que l'élément révélateur qui vient signifier un problème dans le système familial. Il fait partie intégrante du fonctionnement de la famille. La place du symptôme dans l'économie familiale. Le systémicien accorde une place significative au symptôme. Le symptôme est utile à la famille, utile au patient, utile à la fratrie, utile au couple parental. Donc le symptôme est utile à la famille car il lui permet d'équilibrer les relations en son sein. Le symptôme est un mécanisme d'adaptation de la famille vis-à-vis des facteurs d'instabilité externe ou interne. Le symptôme est utile au patient car il lui offre la possibilité d'accéder à une situation de pouvoir, au sein de la famille, en contrepartie de la souffrance que lui inflige le symptôme. Il est le centre de l'attention de tous les membres de la famille qu'il contrôle émotionnellement. Ensuite, le symptôme est utile à la fratrie, car le porteur du symptôme attire l'attention sur lui et augmente ainsi la liberté d'action de ses frères et de ses sœurs. Le symptôme est utile au couple parental, car le symptôme et donc la souffrance, les problèmes et les préoccupations qui y sont liés, s'interposent dans la relation du couple parental. Il rend les parents prisonniers de leur rôle parental au détriment de leur relation conjugale, le couple équilibrant ses échanges à travers l'enfant malade. Dans ce contexte explicatif, souffrance et symptômes ne sont pas à comprendre comme des modalités d'expression de l'aberration des relations au sein de la famille. Donc dans ce contexte explicatif, souffrance et symptômes ne sont à comprendre que comme des modalités d'expression de l'aberration des relations au sein de la famille. Leur installation s'est faite progressivement dans une fonction d'équilibrage du système familial. La souffrance personnelle du porteur du symptôme est bien réelle, mais elle n'est que le résultat d'un système relationnel dysfonctionnel, c'est-à-dire d'un système qui ne vise pas le développement et l'autonomie de ses membres. Points clés, les points clés à retenir. Selon le modèle systémique, l'être humain doit être considéré en fonction des systèmes dans lesquels il évolue.
système familial, système social, système professionnel. Les deux principes fondamentaux de ce modèle sont qu'il est impossible de ne pas communiquer, même quand on ne dit rien, c'est aussi communiquer. Il existe en permanence deux niveaux de communication, l'un explicite et l'autre implicite. La souffrance pathologique d'une personne est le résultat d'un système familial dysfonctionnel. Les symptômes d'une personne sont compris comme une réponse à des interactions ayant cours au sein d'un système. Donc les symptômes d'une personne sont compris comme une réponse à des interactions ayant cours au sein d'un système. Et enfin, le symptôme d'une personne malade n'est que le révélateur d'un problème qui existe au sein de la dynamique familiale. Le symptôme de l'un des membres d'une famille est utile à tous les autres membres.